c'est un grand plaisir pour moi. Je vais vous partager rapidement mon écran et c'est parti du coup. Pour formation, n'hésitez pas s'il y a des questions, donc vous pouvez prendre la parole. Je sais pas trop c'est quoi les règles avec Omar, mais voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous désactivez le micro, vous parlez, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que c'est toujours mieux d'échanger, donc vraiment n'hésitez pas à être proactif. De toute façon, plus vous allez être proactif et plus ça va être intéressant pour vous parce que c'est dans les échanges qu'on évolue, c'est pas forcément dans un PowerPoint qu'on déroule. Donc voilà, soyez proactif et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment que ça puisse vous apporter aussi. Alors, pour vous présenter très rapidement, donc moi, mon métier, en fait, c'est le. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Si vous pouvez mettre dans le chat. Ok, parfait, parfait, merci. Du coup, moi, en fait, mon travail, c'est quoi? C'est que, pour me présenter très rapidement, moi, en fait, je suis issu du marketing digital. Et ensuite, j'ai bifurqué un peu dans la technique en travaillant sur la partie SEO, c'est-à-dire ressortir, en fait, sur Google à travers des mots-clés. J'ai travaillé notamment pour Le Bon Coin, pour La Poste, très récemment. Et notre métier, c'était, par exemple, de ressortir en premier sur le mot envoi colis. Google. Et ça, c'est des millions de personnes qui tapent ça. Et donc, du coup, lorsque justement vous arrivez à, je mets un gros mot un peu, mais manipuler Google à faire en sorte que vous ressortez en premier, eh bien, ça vaut beaucoup. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. J'ai mis SEO, j'ai mis aussi GEO pour notamment Generative Engine Optimization, parce qu'en fait, de plus en plus, mon métier, en fait, il se comment dire, il bifurque un peu vers notamment l'optimisation des pages pour les moteurs de recherche IA, c'est-à-dire quand vous allez taper sur Perplexity quel est le meilleur restaurant à Rabat, eh bien, en fait, grâce à mon travail, il va parler de le restaurant X que justement j'ai travaillé. Et donc, du coup, c'est vraiment ça mon métier, en fait. Donc voilà, en rapide. En sommaire, très rapidement, on va parler du SEO, du GEO, et ensuite, ce sera les questions. Mais encore une fois, j'ai mis ça comme ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le soir, on est entre nous. Donc vraiment, soyez très à l'aise pour poser toutes les questions qu'il faut. Il y a vraiment pas de barrière entre nous. Alors, très rapidement, donc, pour vous placer le contexte, et encore une fois, j'aime bien mettre du contexte pour comment dire, démarrer. Donc, vous êtes des étudiants spécialistes dans l'IA, et l'IA aujourd'hui, c'est très généraliste, ça se généralise de plus en plus. C'est effectivement un volet très data scientist, mais de plus en plus, en fait, l'IA, elle va en fait se plugger à pas mal de choses dans notre quotidien. Et donc, du coup, vous devez avoir un peu cette comment dire, humilité, je dirais, intellectuelle, en essayant de vous intéresser à d'autres sujets. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire un autre métier, c'est juste, en fait, de prendre l'IA et de la plugger dans des domaines. Par exemple, moi, j'ai un ami qui est data scientist aujourd'hui et qui travaille par exemple pour une école. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il crée des dispositifs d'analyse pour justement améliorer notamment le suivi des étudiants, tout simplement. Donc, en fait, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir un petit peu comme ça son intérêt sur d'autres sujets. Et moi, aujourd'hui, en fait, l'IA, elle est venue me chercher dans ce domaine que je vais vous présenter très rapidement. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous tapez un mot sur Google, vous avez deux types de résultats, le payant et le naturel. Et en fait, la différence entre les 2, c'est comme un petit peu quand vous allez au supermarché. En fait, au supermarché, vous avez des produits qui sont tous un peu, en fait, classés et il y a des produits qui sont en tête de gondole. La tête de gondole, c'est quoi? C'est ce qu'on a, en fait, dans les allées les plus importantes, les plus justement fréquentées. Et ces produits en tête de gondole, eh bien, ils sont présents soit parce qu'ils sont très demandés, soit parce qu'en fait, le supermarché a fait un partenariat avec la marque, tout simplement. Et donc, du coup, le SEO et le SEA, c'est en fait soit vous faites en sorte d'être très demandé, vous êtes très pertinent, donc vous devez être en tête de gondole, soit vous allez acheter notamment votre présence, c'est le SEA. Et en fait, moi aujourd'hui, mon métier, je me suis spécialisé dans le SEO. Donc très rapidement, juste pour vous expliquer, alors là, il y a une petite coquille que je vais juste, hop, histoire de que ce soit, voilà, pour éviter les confusions, pardon. Tac. Donc en fait, le SEO, c'est du trafic organique. Donc en fait, c'est un trafic qui, en fait, lorsque vous êtes premier sur Google, eh bien, en fait, ça vous apporte un trafic qui est gratuit, qui dépend notamment des liens en fait organiques qu'on retrouve en dessous des résultats de Google. C'est un effet cumulatif dans le sens en fait que plus vous allez être premier, plus vous allez avoir du trafic et ça va être durable dans le temps.
mais c'est assez long à activer, ça dépend des algorithmes et la concurrence, elle est croissante. Effectivement, tout le monde veut être premier. Et du coup, en fait, on a le SEA qui, lui, est immédiat. Vous allez en fait acheter des mots-clés, mettre une enchère hyper ciblée, donc sur des mots-clés précis. Vous allez pouvoir contrôler, activer, par exemple, si vous voulez être premier sur, par exemple, restaurant Rabat entre 17h et 19h, bah, vous pouvez le faire. Et donc, du coup, ça vous permet notamment de bien contrôler votre communication. Et donc, du coup, ben, ça va être payable au clic. Sur le CPC, va coûter cher, donc le coût par clic, et vous êtes totalement dépendant par rapport à Google. Et dès que vous coupez directement ben, comment dire, vos campagnes, et bien en fait, vous disparaissez. Donc vraiment, ces deux dimensions qui sont assez importantes pour bien comprendre la suite. Alors, vous l'avez bien compris, hein, on est vraiment dans le SEO, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi le SEO, moi, il m'intéresse beaucoup plus que le SEA? Et là, je parle un peu aux étudiants qui sont en vous, c'est que moi, je voulais faire un choix. En fait, j'étais dans le marketing et je voulais faire un choix qui me stimulait. Et non pas que le SEA n'est pas stimulant, mais moi, en fait, la partie où en fait, on essaye de hacker un petit peu Google en créant des faux sites, en testant, en mettant en place pas mal de scrapping, en remplissant les pages avec notamment comment dire, un script Python qui va aller chercher du contenu mélangé, etc., mettre ça sur des pages, le tout automatisé, ça me plaisait beaucoup et c'est pour ça que vraiment je me suis intéressé au SEO. Donc maintenant, on va parler que de SEO. Alors, lorsqu'on parle de SEO, on parle beaucoup de Google parce que c'est le site le plus utilisé au monde, avec notamment 85% de parts de marché dans le monde. Les seuls en fait parts de marché qu'il n'arrive pas à avoir, ben, c'est pour des raisons politiques, notamment en Chine et d'autres pays. Mais dans le monde, il est vraiment premier. Vous allez voir tout à l'heure que finalement Google, il perd quand même des parts de marché avec des nouvelles technologies que vous connaissez bien. Et dans le monde, on a donc Google qui est tout aussi important et d'autres vecteurs de trafic comme notamment LinkedIn ou encore YouTube, pour ne citer que. Pourquoi est-ce que ces slides sont importantes? Parce qu'en fait, nous, en tant que personnes dans le marketing, on s'intéresse au trafic et on essaye en fait vraiment de faire en sorte que notre site soit premier pour vraiment ramener du chiffre d'affaires aux entreprises. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps. Et j'aimerais que vous vous posiez la question, comment vous feriez pour classer une bibliothèque? Pour classer des livres dans une bibliothèque? Vous savez, là, vraiment, on parle de quelque chose qui est essentiel dans cette partie-là, c'est qu'en fait, imaginez que vous avez beaucoup de livres et vous souhaitez notamment, ben, avoir un classement plutôt correct. Eh bien, nous, en fait, à l'époque, notamment dans le digital, on n'avait que des annuaires. Ces annuaires, c'est quoi? Ben, c'est des gens qui mettent des sites, qui les classent. Alors, on a en fait une collecte d'abord qui se fait de manière manuelle via des modérateurs et des contributeurs. Donc, c'est des internautes qui veulent contribuer. Par exemple, moi, demain, j'ai le site de l'université. Eh bien, je vais aller le prendre et je vais le mettre sur l'annuaire. Et donc, du coup, ben, ce site aura de la visibilité et ça aide les gens. Et puis, on a aussi un classement, parce qu'un annuaire, ben, c'est bien d'avoir des sites, mais il faut les classer. Comme dans la bibliothèque, vous avez plein de livres. Comment vous faites pour les classer? Alors, certains se sont dit, on va classer ça de manière alphabétique, d'autres par thématique, d'autres par le plus récent, le plus ancien, et d'autres aussi par le plus cliqué. Et en fait, le problème des annuaires et le problème de cette époque, c'est quoi? C'est que il y avait trop de sites qui se lançaient pour notamment collecter manuellement. La modération était trop complexe. Des fois, en fait, effectivement, donc il y avait des gens qui mettaient des sites qui étaient problématiques. Et le problème, c'était compliqué d'aller à la fois direct, d'aller en fait voir toutes les soumissions de sites et les enlever. Et puis, il y a aussi un vrai problème de viabilité, de qualité en fait en termes de classement. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, moi, j'aimerais que vous posiez la question, en fait, comment je fais pour classer un site internet ou même un livre, pour reprendre l'exemple de la bibliothèque. Certains vont dire par nombre de clics, c'est-à-dire, OK, je tape demain meilleur restaurant Rabat, et effectivement, donc le premier site qui ressort, bah, c'est en fonction des clics. Est-ce qu'à votre avis, c'est pertinent? Alors, je vous invite à regarder une vidéo, c'est la chaîne Foloscopy sur YouTube. Les musiques populaires sont-elles vraiment mieux que les autres? Vous allez voir qu'en fait, que les mécanismes du succès, c'est souvent trompeur, en fait. Tout est une histoire comment dire, d'effet cumulatif au niveau de la viralité autour d'un artiste. Et ce problème-là fait qu'en fait, c'est pas le meilleur artiste qui sera le plus mis en avant ou le plus écouté, en fait. Il y a des choses qui dépendent, qui sont beaucoup plus complexes que cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis dès maintenant, je vous spoil, les sites les mieux classés sur Google, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de clics.
C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un jeu en fait à plusieurs sommes en fait qui permet vraiment le classement. Et ça, c'est tout mon métier. Ça fait 15 ans que je fais ça et c'est vraiment tout le sujet qui hante un peu mes journées. Par thématique, encore une fois, la thématique, bah, ça suffit pas. Et puis même dans une thématique, j'ai plein de livres ou plein de sites internet. Comment je fais pour classer par sous-thématique, sous-sous-sous-thématique? Là aussi, c'est pas viable. Par auteur, là aussi, l'auteur n'est pas pertinent, peu importe. Regardez dans certains plateaux télé, c'est pas les plus pertinents qui sont là forcément. Et par nombre de visites, c'est un peu comme les clics, là aussi, ça reste assez comment dire, rudimentaire. Alors, on est face, vous l'avez bien compris, on est face à deux défis. Comment collecter de manière automatisée? Parce qu'encore une fois, les modérateurs, ils ne peuvent pas collecter, ils ne peuvent pas aller prendre tous les sites et les mettre dans la base de données, c'est pas possible. Et comment on peut classer de manière intelligente? Eh bien, en fait, ces deux défis, il y a deux réponses. Tout d'abord, automatiser la collecte, via notamment ce qu'on appelle les crawlers. Donc, en fait, Google, il a démocratisé, ce n'était pas les premiers, mais ils ont démocratisé la notion de crawler. En fait, ce sont comment dire, des robots, vous savez, j'imagine mieux que moi, mais des robots qui vont aller sur Internet et qui vont aller chercher une copie du code source et qui vont mettre ça dans des bases de données et qui vont essayer de faire un premier pré-classement. Ensuite, on a des algorithmes de classement. Alors là, c'est vraiment si je vous invite vraiment à vous intéresser, parce que en tant qu'étudiant, vous devez vous intéresser à ça, mais il y a eu vraiment une vraie évolution dans les 20 dernières années. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire que Google va mourir et que ChatGPT va le remplacer, le niveau de puissance qu'a développé Google durant ces dernières années, avec notamment leur algorithme, je pense à BERT notamment, je pense à l'algorithme Moom ou encore l'algorithme Hummingbird, tous ces algorithmes en fait montrent en fait le niveau d'itération qu'ils ont mis en place et qui est inégalable aujourd'hui. ChatGPT a fait des belles choses, mais encore une fois, Google a encore beaucoup de ressources en lui et ça, c'est important. Donc en fait, encore une fois, il y a deux mots que j'aimerais vous garder en tête, c'est la pertinence et la popularité. À chaque fois, en fait, moi, vous savez, quand je me suis lancé dans les SEO, j'ai dû réapprendre le français. Pourquoi? Parce que les mots, en fait, ont leur poids. La pertinence, c'est quoi? La popularité, c'est quoi? La pertinence, en fait, c'est ce qui, en fait, donne la valeur d'une chose vis-à-vis de ce que vous demandez. Souvent, quand on parle de pertinence, c'est qu'il y a quelque chose en face. Je m'explique. Si je vous dis, par exemple, Omar, c'est quelqu'un de très pertinent, vous allez me demander pertinent par rapport à quoi? Si je vous dis, bah, par rapport à ma demande, je lui ai demandé quelque chose et il m'a donné la bonne réponse, bah, c'est ça l'adéquation entre votre demande et le résultat. Et la popularité, en fait, c'est l'autorité dans un écosystème bien précis. Et ces deux éléments sont très importants et c'est ça qu'a réussi Google durant les dernières années, c'est-à-dire à la fois à faire en sorte de faire matcher la requête de l'internaute et le résultat qui est proposé par une page web tout simplement. Et la popularité, on en reparlera aussi. Du coup, très rapidement, et encore une fois, c'est une conférence, donc je survole les sujets, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais encore une fois, s'il y a des questions, vous pouvez me couper et n'hésitez pas aussi à, comment dire, à me questionner sur LinkedIn aussi, vraiment. Mais en fait, le miracle, en fait, il s'est passé de cette façon, c'est-à-dire des bots qui vont aller sur la toile, qui vont en fait mettre ça dans des index, et ensuite après, ben, des moteurs d'interaction qui vont activer des algorithmes et qui vont essayer comme ça de répondre avec des pages web, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans le web d'avant et de maintenant aussi, parce moi, je parle en tant que personne qui habite en France. On n'a pas encore, je ne sais pas si c'est déployé au Maroc. J'aimerais bien que vous me si vous pouvez me le dire sur le chat, mais nous, en fait, on n'a pas encore la partie Google AI Overview pour des raisons de RGPD, etc. J'aimerais bien savoir si vous avez cette partie AI Overview. En tout cas, nous, en tout cas, côté Google, on ne l'a pas encore. Donc, du coup, c'est le Google actuel, il est comme ça. Alors, la réponse à tout ça, c'est le SEO. C'est quoi le SEO? Search Engine Optimization. En fait, effectivement, donc, euh, ce qui est génial avec la technologie, c'est qu'il y a des métiers qui se créent, qui n'existaient pas avant. Vous demandez à ma mère qu'est-ce qui fait Youssef dans la vie, c'est très compliqué parce qu'encore une fois, c'est des nouveaux métiers. Mais le SEO, donc, c'est quoi? C'est une réponse. Une réponse, en fait, à Google, c'est-à-dire faire en sorte de manipuler parfaitement les pages web d'un site pour qu'il ressorte premier sur Google, tout simplement. Et ça, du coup, pour le coup, hein, c'est des métiers qui existent. C'est pas des métiers aujourd'hui. Je vous invite toujours, hein, moi, vous savez, je suis d'origine tunisienne. J'habite en France. Et à chaque fois, j'essaie vraiment de sortir de mon quotidien en regardant les offres d'emploi dans d'autres pays pour voir.
les nouveaux métiers et voir aussi comment dire ce qui peut exister. L'importance du SEO aujourd'hui, quand je vois par exemple les États-Unis dans certaines entreprises, ils sont peut-être 15. Donc c'est vraiment un domaine très important aujourd'hui qui est vraiment en fait le cœur de voûte un peu de comment dire du marketing aujourd'hui parce qu'encore une fois la plupart du trafic vient de Google et donc du coup quand on peut manipuler Google, et bien, on peut gagner gros. C'est ça encore une fois le métier. Euh, alors nous en fait on a essayé un petit peu de, quand je dis nous c'est toute l'histoire du SEO, on a essayé un petit peu de schématiser des actions, des principes pour notamment travailler vis-à-vis de ces algorithmes de Google. On a schématisé en trois niveaux. Le premier, c'est la technique. Le second, c'est la sémantique. Et le troisième, c'est le netlinking. Si je remplace avec des mots un peu plus faciles à comprendre, le premier, c'est l'accessibilité. Faire en sorte en fait, que les robots de Google accèdent au site internet, aux pages web. Et là, croyez-moi, ce n'est pas juste un domaine simple, c'est assez complexe en soi. J'ai travaillé par exemple chez La Poste, et la Poste, en fait, ben, l'accessibilité, c'est un sacré sujet. Pourquoi? Parce que Google, il ne va pas parcourir toutes les pages d'un site, il y en a des millions, il ne va pas, parcourir toutes ces pages. Du coup, comment je fais pour savoir si ces pages, elles sont bien prises en compte par Google? Eh bien, on va par exemple analyser les logs serveurs. On va par exemple, mettre en place un maillage et éviter un niveau de profondeur très très élevé parce que Google n'a pas le temps de venir jusqu'au bout des pages, jusqu'au bout de l'arborescence. La pertinence, bah, c'est la pertinence vis-à-vis des mots-clés, donc les mots-clés qu'on va mettre sur le site. Et la popularité, on en parlera tout à l'heure, c'est les liens externes. Alors, on commence par la partie technique pour gagner du temps et avancer. La partie technique, comme j'ai expliqué, c'est rendre accessible son site internet à travers l'indexation. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui a lancé là un site e-commerce et il me dit, Youssef, ça fait 2 mois que j'ai lancé mon site et il n'y a que 3 pages sur Google alors que je suis censé en avoir 600. Le problème, encore une fois, c'est que Google a tendance à prioriser à la fois les thématiques et aussi les sites internet. Et le problème de l'indexation, c'est que, en fait, si votre site n'est pas rapide, si votre site n'est pas qualitatif, ben, en fait, Google ne va pas vous indexer. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que votre site soit mieux indexable, soit mieux crawlable, et un temps de chargement de qualité. C'est-à-dire, en fait, vraiment qu'on a des pages qui puissent se. Et là, vraiment, temps de chargement, c'est pas juste 2 secondes. C'est-à-dire, souvent, les gens qui connaissent pas le domaine, bah, ils pensent encore une fois, on va sur le site et on prend le chronomètre et hop, ça fait 2 secondes, c'est parti. Non, on va s'intéresser au temps côté serveur, le temps de réception le temps de réception du premier octet. On va voir le temps de chargement du DOM. On va regarder, par exemple, le JavaScript. Est-ce que justement, il faut le combat? On va notamment, la partie cache, etc. On va fonctionnement des pages, donc là on pense notamment aux pages 404, 200. Là où on a des gros problèmes avec certains grands groupes, c'est qu'en fait ils mettent beaucoup de 301. Et les 301, c'est presque une, alors c'est très bien les 301, je ne dis pas qu'il faut les enlever, il faut les oublier, mais parfois ça peut avoir un vrai impact sur certaines pages. Et puis la profondeur du site, on en a parlé. Pour vous illustrer un peu la chose, moi, je suis un peu l'indexation de mes clients via notamment Google Search Console, qui permet notamment de regarder le nombre de pages indexées, le nombre de pages refusées. Il me donne tous les scénarios, c'est-à-dire ce qui est bien, c'est qu'il me dit exactement pourquoi telle page n'a pas été indexée. Par exemple, le contenu est en double. Alors, encore une fois, moi, j'aime beaucoup faire des métaphores, hein. Imaginez demain, vous êtes vendeur dans une librairie et vous recevez des livres tous les jours. Pourquoi est-ce que vous allez refuser certains livres? Eh bien, soit parce que c'est des livres qui ne sont pas intéressants, soit parce que c'est des livres qui prennent trop de temps à s'ouvrir, soit parce que c'est des livres qui, par exemple, sont craqués, etc. Ben, de la même façon, pour une page web, si vous copiez le contenu d'un site déjà existant, Google vous refuse. Si jamais votre site, votre page prend trop de temps à se charger, c'est problématique. Si jamais votre contenu est pauvre, c'est-à-dire c'est une page blanche avec 2 mots, là aussi c'est problématique. Donc vraiment, il faut retravailler ces pages, les supprimer si jamais vraiment on ne peut pas y travailler. L'analyse de logs, c'est un gros sujet côté SEO. C'est-à-dire, en fait, on prend les logs aujourd'hui, on les filtre via les IP de Google et on arrive à savoir à peu près qu'est-ce que fait Google, est-ce qu'il vient régulièrement, quelles sont les pages qu'il regarde le plus. Il y a une corrélation entre les pages qu'il regarde le plus et celles qui fonctionnent le mieux. Donc, faire en sorte, en fait, de revoir tout le site pour que Google puisse mieux référencer et donner des meilleures positions.
Donc là, vraiment, c'est un sujet très important aussi. La partie web perf, tout à l'heure, je vous parlais vraiment de comment dire, des éléments importants. Donc, c'est pas encore une fois qu'une question de secondes. On va décortiquer toutes les étapes comment dire, de passage de Google, pardon, j'ai n'importe quoi, de chargement du site. À savoir, en fait, on va s'intéresser, par exemple, à plusieurs KPI, le time to first byte, le temps de réception du premier octet. On va s'intéresser notamment au speed index, le temps de chargement des éléments, notamment au-dessus de la page. On va s'intéresser, par exemple, au cumulative layout shift, c'est-à-dire, en fait, s'il y a eu des changements comme ça comment dire, de pages et d'éléments qui changent en termes de dimension. C'est un sujet à la fois UX, donc expérience utilisateur, et technique. Et c'est un sujet très important en fait. Et aussi, on va s'intéresser, si jamais vous voulez un peu aller dans la technique, vous pouvez vous amuser avec un outil qui permet en fait de simuler le passage d'un robot, Screaming Frog, et derrière, vous allez pouvoir en fait analyser comment dire, le statut tout simplement des pages 404, 300, etc. Vous pouvez même vous amuser à avoir un mapping de l'architecture qui est très important et qui permet notamment de voir comment le site il est composé et comment Google passe sur les différentes pages. Donc là aussi, c'est un travail de data viz qui est super intéressant et qui nous permet, nous, de localiser les pages qui ne fonctionnent pas, les pages les plus maillées. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais quand on parle de maillage, c'est-à-dire les pages qui reçoivent le plus de liens entre elles, là aussi, ça a une importance parce que Google, en fait, va les suivre et va leur donner plus d'importance, en fait. Donc voilà pour la partie un peu technique. Passons par la partie, passons à la sémantique. Euh, Là aussi, l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre pertinent son site, pertinent vis-à-vis des mots-clés qui sont présents sur son site, vis-à-vis du contenu, de l'arborescence et des stratégies sémantiques. On va rentrer dans les détails. Alors, c'est quoi un mot-clé, tout simplement? Un mot-clé, en fait, ça peut être un mot-clé, donc un mot, ou une expression clé. Voiture rabat, pas cher, occasion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mot-clé, c'est aussi un baromètre intentionnel et psychologique. C'est-à-dire, en fait, moi, je peux savoir quel est le profil type de la personne qui a tapé le mot-clé. Un enfant de 10 ans peut taper, par exemple, voiture, mais il ne peut pas forcément taper voiture occasion pas chère diesel, à part s'il est un peu en avance sur son temps. Et donc, du coup, ces mots-clés, ce n'est pas juste en fait une stratégie marketing tout seul, c'est vraiment une stratégie business. Moi, plein de fois, j'accompagne les entreprises. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une entreprise qui est dans l'immobilier, elle vend des appartements. Et en fait, je l'ai aidé à revoir l'ensemble du site. Donc, on a tout revu, des nouvelles pages, des nouvelles arborescences, des nouvelles clés d'entrée, des nouveaux produits aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots-clés vous donnent, en fait, encore une fois, tout le spectre sémantique que vous allez pouvoir utiliser. C'est très, très puissant. Pareil, chez Brico Dépôt, par exemple, on a pu retravailler la partie cuisine, l'univers cuisine, qui rapporte des centaines et des millions, plutôt des milliers, je dirais plutôt, à l'entreprise. Et comment dire, en fait, grâce à ces mots-clés, j'ai pu savoir justement quels, quels sont les meilleurs produits les plus recherchés par les internautes côté Google. Et du coup, comment je peux notamment créer des nouvelles pages, etc. Donc, c'est vraiment en fait un vecteur business. Et c'est très important à comprendre. Et du coup, grâce à ces mots-clés, déjà, donc j'ai un angle un peu business. Et après, en fait, ces mots-clés, je vais pouvoir les ajouter, enrichir notamment mon arborescence, comme j'ai expliqué. Ensuite, on va aussi ajouter des mots-clés dans des parties du site. Là, on a des résultats de Google, mais en fait, on a la base title. Donc, sur chacune des pages, on a le titre de la page et la description. Et puis ensuite, après, on a les balises H1, H2, H3, donc les titres, sous-titres dans le contenu des pages. Et puis le contenu aussi, donc on va ajouter des mots-clés sur les pages. Ça, c'est le SEO très basique voilà, qui se traite un peu facilement aujourd'hui avec l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la partie sémantique. Et là, j'aimerais bien en fait qu'on fasse un jeu ensemble rapidement pour bien comprendre si vous avez cerné comment dire, la définition du mot sémantique. Alors, je vous mets quatre mots, donc homme grand, Nelson Mandela, grand homme et Steve Jobs. Quel est le mot intrus pour vous? Donc, mettez un, deux, trois ou quatre. Donc, je répète, donc, l'objectif dans un contexte sémantique, je répète, quel est le mot intrus, c'est-à-dire le mot qui n'a rien à voir avec les autres? Homme grand, Nelson Mandela, grand homme ou Steve Jobs? À vos claviers, si vous voulez. 4,
Alors pour Adam, c'est 4, 3, ok. Alors, essayez bien de comprendre c'est quoi la sémantique, hein. C'est le sens des mots. C'est le champ, si vous voulez. C'est lorsque vous demandez, en tant qu'étudiant IA, vous savez très bien que ChatGPT aujourd'hui il comprend les mots grâce notamment à la vectorisation et à ce qu'on appelle les embeddings, en fait. Et donc du coup, vous imaginez bien que aujourd'hui, en fait, même si les mots sont écrits de manière proche, bah, ils ont un sens et ce sens, bah, c'est grâce au corpus de data qu'a intégré ChatGPT pour notamment calculer la distance sémantique et vous répondre de la bonne façon. Donc du coup, il y a Bousmara et Omar qui ont dit 1, et effectivement, c'est la bonne réponse. Homme grand est éloigné sémantiquement de Nelson Mandela, parce qu'homme grand, ça veut dire un homme grand, et un grand homme, dans le sens, ça veut dire un homme vertueux, quelqu'un d'important. Pareil, donc là, on a recette, méthode agile, expérience utilisateur et Scrum Master. Quel est le mot un peu intrus? Je vous écoute. Alors, expérience utilisateur, ok. Est-ce que vous savez ce que c'est une recette? Ah, je vois que Abdallah, il a compris. Et Taki aussi. Une recette, c'est quoi? Alors, ça, c'était un petit piège. Une recette, en fait, ça va être un cahier d'analyse et de tests dans un projet, souvent un projet web. Exactement, c'est ça, Adam. Merci beaucoup. Donc, du coup, forcément, le mot qui est éloigné sémantiquement, c'est le mot recette. D'ailleurs, amusez-vous, hein, c'est vraiment, on vit à une époque formidable. Prenez le temps de demander à ChatGPT, c'est quoi une recette, etc. Vous allez voir, en fait, qu'il va te demander le contexte, à part s'il a déjà un historique de jeu, mais c'est assez intéressant. On continue rapidement. Là, c'est un petit clin d'œil. Euh, Dans un contexte sémantique, du coup, quel est le mot intrus? Dur à cuire, Mohamed Ali, steak ou Khabib, le combattant du UFC? Je remets la slide. Parfait, nickel. Bah, vous avez compris, c'est bon. C'est parfait. Bon, on va aller. Là, je pense que vous avez compris, il n'y a pas besoin de faire un troisième exemple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, Google, il a tellement évolué que, vous savez, le sujet des transformers, il n'est pas arrivé avec ChatGPT. Google, avec son algorithme BERT notamment, il a aussi utilisé cette technologie. Et il faut comprendre que cette idée de distance sémantique sur des corpus de pages web, eh bien, ça a été déjà fait par Google, sauf que Google, il n'a pas poussé le vice beaucoup plus que ChatGPT. Et donc, du coup, en fait, lui, il s'est servi effectivement de cette vectorisation pour notamment comment dire, classer des pages et les relier à des requêtes d'internautes. Mais ça reste quand même important. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle technologie, enfin, ces nouvelles technologies, parce que c'est pas que cela, et ben en fait, elle change du tout au tout la manière de faire du SEO. C'est-à-dire, moi, je travaillais dans un centre de formation quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. Et en fait, le SEO, c'était très basique. C'est-à-dire, en fait, on avait juste des mots-clés qu'on devait répéter sur des pages web. Et juste des mots-clés, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, en fait, on répétait, on appelait ça la densité de mots-clés. C'est-à-dire, en fait, on répétait le même mot-clé. Donc là, vous voyez, par exemple, dans le texte A, restaurant pizza, restaurant pizza, restaurant pizza, restaurant pizza. Et ça suffisait à être premier sur Google. Donc, c'était vraiment facile, c'était simple. C'est un métier vraiment, voilà, on était très. Même, je me rappelle, d'ailleurs, on utilisait, comment dire, une technologie. C'était un des logiciels qui permettait, en fait, de faire pivoter le texte. En fait, on avait le même texte, mais en fait, on faisait pivoter les déterminants. Par exemple, je m'explique. Au lieu de mettre notre au restaurant, pardon, ouais, on mettait le restaurant, enfin, on changeait comme ça et ça permettait d'avoir plusieurs versions de texte, mais c'était toujours la même chose. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on a une époque où c'est plutôt les textes B qui sont beaucoup plus acceptés, en fait, où on a plus de qualité. Ça semble très logique comme ça,
mais à l'échelle d'un algorithme, c'est une vraie révolution. Avant, encore une fois, donc comme j'ai expliqué, il suffisait de répéter des mots 100 fois, 1000 fois même. Les algorithmes se basaient sur des signaux faibles, répétition, nombre de mots, nombre de pages. C'était assez facile, mais il y a des abus qui sont nés, notamment le cloaking. Je me rappelle à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ben, en fait, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots-clés, vu que la répétition avait un impact, eh bien, en fait, ils mettaient du texte blanc sur du fond blanc, et ça permettait comme ça, en fait, d'avoir beaucoup de mots-clés sur la page, en fait, simplement. Et les robots, ils voyaient pas la différence entre le front et le back, et donc, du coup, ben, c'était, comment dire, ça fonctionnait assez bien. Keyword stuffing, bah, c'est de répéter 40 000 fois les mêmes mots et duplicate. Moi, je me rappelle avant, les gens, ils prenaient copier-coller d'un site qui est bien positionné, ils modifiaient deux, trois trucs et c'est parti et ça fonctionnait assez bien. Sauf que Google est arrivé, il a lancé ce qu'on appelle Panda. Panda, c'est quoi? C'est un filtre algorithmique qui, en fait, ben, a la capacité de voir tous ces abus et de les sanctionner. Donc, il y a des gens, essayez de vous amuser aujourd'hui, hein. Prenez, je sais pas moi, un site et mettez du faux contenu ou répétez 40 000 fois les mêmes mots, comme là, vous pouvez le voir dans le texte A, et vous allez voir qu'en fait, Google va vous déclasser, voire supprimer votre site. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, donc, comme j'ai expliqué, donc, on a BERT, MOM, des algorithmes basés sur du machine learning, deep learning, encore une fois, comparable aux IA actuelles, c'est-à-dire vraiment la capacité ben, de comprendre des mots, comprendre des corpus et s'adapter. Et ça, c'est assez fort, en fait. C'est vraiment un miracle technologique. Et comment dire, et voilà, aujourd'hui, notre travail, ben, en fait, il change aussi et il nous permet ben, voilà, comment dire, proposer des choses plus qualitatives. En termes d'action, donc du coup, ce qu'on fait, ben, en fait, c'est qu'on réalise des études sémantiques beaucoup plus poussées. On construit des arborescences larges et profondes d'un point de vue sémantique. C'est quoi large et profonde? Eh bien, en fait, ben, par exemple, dans le champ lexical de la data, eh bien, en fait, je vais créer des pages sur le machine learning, sur Python, etc. Et je vais essayer comme ça de montrer à Google ma légitimité. Et ça, ben, en fait, ça va l'aider à me positionner comme quelqu'un d'autoritaire et de qualitatif dans mon domaine d'activité. Alors, il y a un outil qui fonctionne très bien côté SEO, c'est Your Text Guru, donc Your Text Guru. C'est un outil qui fait quoi en fait? Qui va aller en fait scraper les 10, alors je crois que je me souviens plus du nom, mais en tout cas c'est une bonne partie en fait des résultats de Google. Il va aller en fait prendre les mots les plus positionnés, nettoyer ces mots et derrière après en fait il va vous donner un corpus de mots à utiliser en fait dans votre contenu pour vraiment avoir le champ lexical. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait moi demain vous savez j'ai des clients et j'ai un client par exemple dans les pompes funèbres, j'ai un client dans la banque, j'ai un client dans je sais pas moi dans la restauration et en fait je connais pas trop leur champ lexical pour faire évoluer mon site et mes pages. Et du coup, bah, en fait, la meilleure façon que je peux faire, c'est quoi? Bah, c'est de trouver des mots-clés et d'aller sur les résultats de Google. J'analyse tous les concurrents qui sont bien positionnés sur notamment mon mot-clé. J'analyse tous les mots qu'ils ont utilisés et je me fais un corpus de mots à réutiliser sur mon site. Eh bien, eux, ils le font grâce notamment à un outil. Tu mets ton mot-clé, il te donne tout le champ lexical. Et ça, c'est très fort pour, encore une fois, gagner du temps et délivrer au maximum du contenu pour être bien positionné. Et on finit par la troisième partie. Donc, en fait, juste pour rappel, on a la partie technique, sémantique, et là, la partie netlinking. Netlinking, en fait, c'est quoi? Bah, c'est en fait avoir des liens externes, être mentionné par d'autres sites internet. C- Cette partie, en fait, elle a été inspirée vraiment comment dire, du monde universitaire. Aujourd'hui, pour détecter la valeur d'une thèse, eh bien, en fait, on va regarder le nombre de thèses qui mentionnent cette thèse. Donc, du coup, pour justement voir le nombre de mentions par les pairs. Et bien, de la même façon, Google s'est inspiré de cela pour notamment aller valider les sites Internet. Parce qu'encore une fois, imaginons, moi j'ai un site restaurant Pizza Rabat et Omar, il a un site pareil et on a du bon contenu, des bonnes pages, une bonne arborescence. Comment on fait pour nous départager? Eh bien, les liens, c'est-à-dire si
Omar, il est mentionné par toutes les universités, son site internet, il y a un lien qui pointe vers le site de la pizzeria, il y a plein de sites comme ça qui pointent vers le site de la pizzeria, eh ben, ça va encore une fois lui donner une forme d'autorité. Et pareil, il y a eu des abus, c'est-à-dire il y a des gens qui ont utilisé des logiciels pour créer pas mal de liens. Et donc, du coup, à cause de ça, ben, en fait, Google comment dire, a fait en sorte en fait, que uniquement les bons liens, c'est-à-dire avec une forte autorité, une thématique proche et un lien de qualité, c'est-à-dire entouré de texte, ben, prennent un impact important dans l'autorité du site internet. Et pour le coup, ben, en fait, on utilise des logiciels pour vraiment analyser tout cela. Notamment, ça, c'est Majestic. Donc, Majestic, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait analyser les liens. Il va en fait les classer en liens de qualité, en vous donnant notamment un score de 0 à 100. Et il va vous donner comme ça ben, comment dire, les réseaux de liens qui pointent vers votre site. De quoi notamment analyser un peu la puissance de votre site dans son écosystème digital. Alors, OK, maintenant, on passe à la partie 2025, parce qu'on est en 2025 et on ne peut plus parler du SEO sans parler du GEO. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le trafic organique, il change. Avant, en fait, il n'y avait que Google, c'est-à-dire on pouvait s'arrêter là. Mais comme vous le savez très bien, il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus. Alors, on avait déjà cela il y a quelques années avec TikTok qui prenait une petite part. Alors, peut-être que mon graphique, il est un peu ambitieux, mais c'est parce que je pense que l'avenir va vraiment donner encore plus d'importance aux réseaux sociaux. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra en parler si vous voulez. Mais en tout cas, on avait donc TikTok, YouTube et Instagram qui prenaient une part importante. Et ben aujourd'hui, on a ChatGPT, Gemini, Perplexity et d'autres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le trafic géo provenant notamment, donc Géo, Generative Engine Optimization provenant des moteurs génératifs, il va évoluer. Et le trafic provenant des liens organiques via Google, il va chuter de plus en plus. Alors Google, il a développé ce qu'on appelle la partie AI Overview que vous connaissez peut-être déjà. C'est qu'en fait, il y a un extrait de l'IA Gemini qui va s'intégrer directement dans les moteurs de recherche, mais aussi dans les téléphones, dans les emails, etc. Et donc, du coup, et c'est déjà le cas pour les emails et les téléphones, pour le coup, et du coup, en fait, ben ça va en fait à la fois cacher, masquer les résultats de type organique qui vont être en dessous des réponses IA, et ça va impacter clairement les résultats des entreprises. Et donc, du coup, ben, mon travail, moi, ça va être de faire en sorte que dans ces résultats IA, eh bien, que votre entreprise soit mentionnée. Alors, quelques chiffres, l'IA grignote le SEO classique. 15 à 60% des recherches sont cannibalisées par les Google AI Overview, c'est ce dont je parlais. Les sites classés en premier perdent en moyenne 18 à 26% des clics lorsqu'on a AI Overview qui est présent. Et 20 à 30% des millennials, des jeunes générations, ils déclarent préférer une réponse générée à des résultats organiques classiques. Encore une fois, en France, nous, on n'est pas encore prêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google AI Overview n'est pas encore déployé. Le jour où il va être déployé, ça va être assez dingue. On l'a vu déjà comment dire, aux États-Unis. Et là, du coup, ces résultats, hein, ce sont des résultats qui viennent notamment des États-Unis, tout simplement, et d'autres pays que la France. Donc voilà. Les conséquences, ben, en fait, vous allez perdre du trafic, vos sites ne vont pas forcément obéir aux normes IA, et il va se passer ce qu'on appelle le gagnant rafle tout, c'est-à-dire si vous êtes cité, vous existez, sinon vous êtes mort, vous n'êtes pas visible, et donc ça va faire très mal. Certains disent qu'en fin d'année, on aura Google AI Overview qui sera déployé en France, à voir encore une fois, et puis aussi à voir au Maroc. Peut-être on en parlera lors des questions-réponses. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir encore une fois si au Maroc c'est déployé ou pas. Je pourrais le faire avec un VPN là, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. Alors, Géo ou SEO? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO, c'est la base et le Géo, c'est une partie du SEO. Donc, c'est un SEO orienté IA. Le SEO, donc, on parle de pages de résultats, de liens organiques, de clics et de classements. Le Géo, on parle de réponses, de discussion, de visibilité, de synthèse. Là où, en fait, en SEO, vous avez une dizaine de résultats par page, en Géo, alors ça peut dépendre, encore une fois, du moteur génératif. Je pense notamment à Perplexity où il y a beaucoup de sources. Je pense aussi à ChatGPT aussi. Mais on a vraiment une visibilité un peu amoindrie que le SEO. Alors, rappelez-vous de la pyramide du SEO, technique, sémantique, popularité. Eh bien, en fait, on a à peu près les mêmes. L'accessibilité. Est-ce que mon site est accessible pour les IA? Est-ce que mon contenu est structuré et bien formaté pour les IA? Est-ce que j'ai des mentions, notamment sur des vecteurs
d'autorité, on en parlera, et le suivi aussi, qui est un sacré sujet côté géo. Donc en fait, c'est la même pyramide, sauf qu'en fait, on rajoute comme ça des blocs. Et donc, du coup, la première étape, c'est aussi c'est surtout, donc là, on parle d'accessibilité, la partie technique, c'est de faire pareil, c'est-à-dire d'analyser l'accessibilité. Là, par exemple, on peut analyser les logs côté notamment serveur, pour notamment voir si ChatGPT, il est venu, est-ce qu'il est venu plusieurs fois, qu'est-ce qu'il a exploré. Ça devient essentiel d'avoir cette approche-là. Si ChatGPT vient sur mon site, c'est déjà qu'il est susceptible de me mentionner lorsque justement quelqu'un va interroger un sujet dans mon domaine d'activité. Ensuite, on a, alors, bien sûr, il y a d'autres sujets, hein, c'est pour ça que j'ai mis similaire au SEO, c'est-à-dire on parlera de temps de chargement aussi, on parlera de comment dire, de profondeur de la page et profondeur du contenu, pardon, profondeur de l'arborescence. Tout ça est très important. Vous prenez les mêmes que le SEO et vous ajoutez une partie où en fait vous allez analyser un peu plus de logs, parce que là vous avez beaucoup d'acteurs. Vous n'avez qu'un seul acteur qui était Google. Là, vous avez tous les LLM que vous connaissez. Des bonnes pratiques. Alors là, c'est tiré d'une étude qui a été réalisée par l'université de Princeton. Et en fait, elle a analysé en fait plusieurs éléments et elle a remarqué que en fait les pages qui ajoutent des citations, c'est-à-dire d'autres notamment articles qui ajoutent des chiffres, qui a peut-être une manière de présenter les textes beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, qui cite ses sources, qui utilise des termes techniques et qui a une tournure d'autorité dans les textes, sont un peu plus visibles que les autres. C'est une étude qui est empirique et qui est à prendre avec des pincettes, mais elle a le mérite d'exister. Donc, je vous ai mis le lien. Je vous invite, vous pouvez même taper sur Google Geo, Generative Engine Optimizations, études universitaires. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'études, il y en a plusieurs, on aurait pu tous les mettre, mais voilà, le sujet est en pleine analyse et voilà, là on a quelques éléments, donc je vous invite voilà, à creuser le sujet, mais ça reste intéressant. On a aussi la partie aussi rédaction en chunk. C'est quoi les chunks? En fait, aujourd'hui, en fait, vous avez plusieurs types, plusieurs structures de texte. Lorsque vous allez sur un, vous avez des pages web où les sujets vont être découpés. Là, si vous regardez forme, vous avez en fait le sujet A qui est traité au début et puis ensuite traité au milieu, mais entre les deux, on a ce sujet-là. Et vous voyez, en fait, c'est pas forcément découpé. Et là, en fait, on a le sujet B, la page B qui, elle, en fait, découpe bien les sujets. En fait, lorsqu'on parle de chunk en géo, c'est l'idée, en fait, de rédiger des paragraphes qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, imaginons demain, je fais une page sur, je sais pas moi, sur le SEO, eh bien, en fait, le paragraphe, je vais parler de la technique et je vais parler que de la technique. Le deuxième, je vais parler de la sémantique et le troisième, je vais parler de la popularité. Je ne vais pas parler un peu technique au début, un peu technique dans la troisième partie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça facilite la reprise aux IA lorsque justement elles parcourent mes pages pour notamment répondre aux internautes. On a aussi une nouvelle manière de rédiger qui est très importante et qui est comment dire, ce qu'on appelle la pyramide inversée, la méthode journalistique. C'est qu'en fait, on a en fait souvent dans certains articles les informations secondaires en premier, les détails et ensuite les informations principales. Eh bien, on inverse tout. On commence par les infos principales, les détails et ensuite les infos secondaires pour encore une fois donner à l'IA rapidement les éléments les plus importants. Autre élément, donc, toujours dans la troisième partie, la partie popularité, travailler en fait une autorité. C'est quoi travailler une autorité? C'est avoir des mentions, faire parler de soi, notamment au niveau des médias. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, OpenAI travaille avec Le Monde, ils l'ont dit eux-mêmes. Et donc, du coup, si jamais vous voulez ressortir sur OpenAI, vous avez tout intérêt, encore une fois, à travailler avec Le Monde, faire en sorte, en fait, que vous pouvez acheter des articles sponsorisés ou lancer des communiqués de presse sur votre startup, par exemple. Et là, pour le coup, en fait, vu qu'elle parle de vous, ça va vous permettre de mieux ressortir sur OpenAI. En tout cas, ces mentions-là vous aider encore une fois à ressortir encore plus et à avoir une autorité vis-à-vis notamment de ChatGPT pour parler de cet exemple. Reddit prend une place très importante. Alors Reddit, j'aurais pu en faire une conférence à part entière. C'est un, Moi je vous conseille en tant qu'étudiant, moi je regrette quelque chose, c'est de m'être intéressé à Reddit de manière assez, comment dire, en retard. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Reddit, c'est vraiment la communauté humaine la plus développée, avec des sujets très puissants, très intéressants. C'est là-bas que vous avez les derniers sujets. En fait, vous avez deux plateformes que je vous conseille pour votre veille, Reddit et X, donc Twitter. Les deux, vraiment, c'est les endroits où vous devez vraiment camper, parce que c'est là-bas où vraiment vous avez tous les, comment dire, les gens qui testent, qui lancent des idées. En plus, vous pouvez découper par thématique. Et les thèmes l'ont pris. Et donc, du coup, ils ont compris que il y avait comment dire, les discussions les plus lèches et les plus humaines et les plus qualitatives. Et donc, du coup, être présent sur Reddit, faire parler de son entreprise, être autoritaire via son compte entreprise sur Reddit, tout ça, ça a son importance. Et puis après, troisième partie, la partie social media, qui existait côté SEO, qui existe encore plus côté Géo, et qui est être présent sur X, sur YouTube, faire parler de soi. Très rapidement, et on a bientôt fini, l'importance aussi, c'est de suivre ses résultats. Donc là, il y a vraiment un challenge. Et là, c'est un sujet qui est encore un peu fébrile, dans le sens qu'en fait, comment dire, les créateurs un petit peu de logiciels n'ont pas encore débunké la meilleure manière de suivre ses résultats, c'est-à-dire de suivre, par exemple, moi, si je tape, je sais pas moi, par exemple, Decathlon, est-ce que justement Decathlon est visible énormément ou pas sur ChatGPT ou sur Claude? Combien, à quelle fréquence, quels sont les prompts qui sont tapés. Est-ce que, par exemple, les gens vont taper quel est le meilleur banc de musculation chez Decathlon? Est-ce qu'ils ne précisent pas Decathlon? Est-ce que ça génère des conversions, des clics, des lectures? Est-ce que les gens vont scroller jusqu'en bas de la réponse? Tout ça, c'est encore vraiment un sujet qui est en pleine mutation. Il y a des outils qui existent. Par exemple, là, l'outil que je vous partage, c'est un outil qui permet notamment de savoir notamment le nombre de mentions. Il permet de savoir aussi notamment la concurrence dans des domaines d'activité. Pas sûr que ça fonctionne pour les petits sites, mais en tout cas, ça reste quand même un domaine à part entière et c'est un sujet qui est très important lorsqu'on s'intéresse à la partie géo. Et pour finir, un sujet qui est très important parce qu'on n'en parle pas assez, là on a parlé de géo, mais géo, qu'il y a aujourd'hui, en fait, c'est pas que, comment dire, être présent, c'est aussi se donner les moyens d'être présent sur les résultats des moteurs génératifs. Et pour le coup, en fait, aujourd'hui, en fait, on a des outils. Je vous en donne quelques-uns. Bon, N8N que vous connaissez tous, j'imagine, mais il y a aussi Gumloop qui vraiment est très très intéressant. Je vous invite vraiment à le noter. Gumloop, Gumloop, qui permet de faire des workflows à la fois pour rédiger du contenu, pour faire comment dire, des synthèses. Il permet aussi de gérer la partie administrative et automatiser des actions pour la productivité. Il est très intéressant. Et vous avez aussi en bas Draft and Goal. Il est là, ou là, excusez-moi, il est là. Et cet outil-là, alors, est très orienté SEO. C'est un outil qui permet notamment de rédiger du en masse. Vous pouvez par exemple rédiger des milliers de contenus grâce à un workflow, des agents qui vont aller scraper du contenu, rédiger le contenu, le faire travailler via Yourtext Guru pour qu'il y ait les mots-clés et même les publier. Donc voilà, c'est aussi ça la promesse que nous apporte l'IA, c'est l'idée de multiplier les actions, de les automatiser au maximum, et c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre de notre métier. Voilà donc un peu pour la présentation. Je vais juste arrêter le partage. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça a été un peu dense. On m'a dit qu'on avait 1 heure, donc j'ai essayé un peu d'accélérer et de ne pas rentrer dans tous les sujets. Mais c'est tant mieux, comme ça, on a le temps des questions.